Bienvenue à la deuxième édition de la Readers and Translators Week Online. Du 23 au 27 juillet 2025, vivez des moments inoubliables autour de la relecture et la traduction en rapport avec l'intelligence artificielle. Bien, bonjour tout le monde et bienvenue à ce dernier échange de la Readers and Translators Week Online. Et voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir autour du thème IA, relecture et édition. Tout au long de la semaine, il a été question de l'IA, des divers challenges à divers niveaux, que ce soit en relecture, en traduction, en édition même déjà. Donc là, maintenant, nous avons des auteurs et leur regard particulier sur cet univers nouveau, ce nouveau contexte qui se dessine avec la forte présence des outils d'intelligence artificielle qui sont sollicités, autant pour l'écriture, pour la traduction, pour la relecture, pour l'édition. Donc, on verra à peu près comment les choses vont se dérouler et quel est le regard surtout que les auteurs ont. Et pour cela, aujourd'hui, je suis avec Dominique Aron. Bonjour Dominique. Pardon, je remettais mon micro. Bonjour à tous. Bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, et comment ça va? Comment vas-tu? Bien sûr, tu es heureuse d'être avec nous, mais sur le plan général, ça se passe comment? Comment tu vas? Ça va bien, ça va plutôt bien. Là, je suis plutôt dans une période de vacances avec un petit peu de travail, mais ça se passe plutôt bien. Et voilà, j'ai pris un petit peu de distance avec mon île, un petit peu de distance géographique. Mais je D'accord. serais heureuse d'y retourner quand même. Tu viens d'où déjà? Moi, je viens de la Guadeloupe. Ah, super. Ouais, C'est parfait. Ouais. Voilà, on aura une forte coloration des îles, plantations, cocotiers, plages et tout ça. Donc, Exactement. Ouais, on peut dire ça, oui, c'est ça. Dans tous les cas, très heureux de t'avoir et puis ton sourire illumine vraiment cet espace. Donc, heureux de t'avoir. Merci Bonjour beaucoup. Célestine. D'accord, enchanté, je t'en prie, Dominique. Alors Célestine, hier, tu n'as pas pu être des nôtres. Aujourd'hui, tu es là, nous en sommes très heureux. Comment vas-tu? Oui, Célestine, tu ouvres ton micro et on t'écoute. Comment tu vas, Célestine, aujourd'hui? D'accord. Célestine, si tu veux bien ouvrir ton micro, Célestine. Célestine, ok, d'accord. Oh, tu as refermé ton micro, Célestine. C'est bon? Oui, c'est ok, c'est parfait. Alors, comment vas-tu? Comment vas-tu? Alors, je disais bonsoir. Donc, je suis content de vous retrouver et j'espère que nous passerons de très bons moments, de très bons échanges. Ah oui, bien sûr, ça c'est tout ce qu'on espère. Hein. Et voilà, je rappelle que toi, tu es au Cameroun, tu es à Yaoundé en ce moment, c'est ça? Oui, je suis au Cameroun, dans sa capitale Yaoundé. D'accord, donc on est voisins pour l'instant. Ok, très bien. Bonjour Serge Bunga. Alors, Serge, toi tu es très impliqué dans la culture et aussi impliqué dans le rassemblement des auteurs camerounais, africains du côté de la France. Comment ça va, Serge? Je vais bien, bonjour et bonjour à mes chers confrères, consoeurs, auteurs, écrivains, lecteurs, lectrices. Bonjour à l'ensemble des personnes qui nous suivent à travers le monde. Bonjour à Colite, à l'ensemble de l'équipe qui organise cet événement. Je vais bien, merci beaucoup. Ici à Paris, il fait 25-26 degrés. Le climat est assez agréable, ce qui nous permet d'avoir un temps de repos et aussi un temps de réflexion pour les projets de la rentrée. Ah, mais ça, c'est super quand on parle de projets de la rentrée. Moi, ça pétille déjà dans mon esprit. Je vois pas mal de belles colorations, pas mal de belles initiatives aussi pour le livre à venir, c'est ça? Tout à fait.
Bien sûr, vous savez que l'objet livre, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous permet de nous élever et d'élever l'humain de façon générale au-dessus de la matière. Sans les livres, que serait une société? Eh bien, c'est ce qu'on verra bien. Il y a l'IA qui frappe très, très, très fort à la porte. On verra bien si le livre lui résiste autant. Ahmad, tu es au pays de Ndongomba et au pays de toutes ces grandes plumes qui ont fait rêver notre enfance, qui nous ont fait grandir. Alors, Ahmad, tu nous viens du Sénégal. Comment ça va? Oui, ça va bien. On est au sud du Sénégal ici. Là, l'hivernage a commencé, les températures ont un peu baissé. Maintenant, c'est les vacances aussi, pour la plupart, surtout sur le côté enseignant. Mais sur le côté littérature, il n'y a pas de repos. On est toujours en chantier perpétuel. Donc, le travail, on est toujours submergé par les manuscrits, gauche-droite, comment il faut, avec tout le travail qu'il faut. C'est pourquoi là, on est un peu très chargé, quoi. Donc, c'est ça un peu. Oui, ça tombe très bien, justement, parce qu'il faut être très, très chargé. La littérature a besoin de toutes ses forces. Elle a besoin de nous tous pour pouvoir évoluer. Donc, ça, c'est super qu'il y ait autant d'activités, qu'il n'y ait pas de repos dans ce domaine. Ça nous arrange. Et je crois que c'est aussi ce qui arrange Léa Ariel Tafak, Assel Tafak, qui est aussi du Cameroun. Comment ça va, Léa? Bon, là aussi, on a discuté c'est un thème qui revient toujours. Certains sont d'accord pour l'utilisation, d'autres sont contre. Mais quand même, je crois qu'avec une demi-mesure, on peut toujours faire la part des choses parce que c'est un outil, bon, presque on peut dire nouveau du côté de la littérature, mais quand même, on en a besoin parce que je crois que ça allège un peu aussi le travail. Ça ne l'enlève pas, mais ça allège un peu le travail de l'auteur et de l'éditeur. Je crois que donc, l'IA aujourd'hui, c'est un outil incontournable dans la gestion donc, de l'édition. Ok, d'accord. Je crois que Ahmad a ouvert déjà la scène. Bon, on prend Léa de temps qu'elle se connecte. Mais déjà, j'aimerais que vous vous prépariez à une question. J'ai prévu de poser comme ça tout de go. Bonjour Léa, bonjour. Comment vas-tu? Allô? Léa, oui, ok, d'accord. D'accord, comment vas-tu? Je vais bien, Ray, et toi-même? Bonjour à tous. Bon après-midi à ceux qui sont déjà en après-midi. Bonjour Léa. Léa, tu es avec nous? Oui, est-ce que tu m'entends, Ray? Oui, maintenant je t'entends. Je crois que j'ai eu un petit... Oui, ça va maintenant. Comment vas-tu? Je vais bien, sauf les pluies de Douala. Tout va. Ah, ok, d'accord, tu es du côté de Douala. Bien, ben, je crois que ça ira. C'est bien pour arroser la littérature et lui permettre de se rafraîchir, de se rajeunir. Oui, c'est vrai que c'est pas non plus mal. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc maintenant, je vais vous demander, Dominique, je commence avec toi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que quand on constate, quand on regarde tout autour, est-ce qu'on peut dire que l'auteur est toujours à la hauteur? Ça, c'est de façon générale. Ça peut être à la hauteur de l'écriture, à la hauteur de l'édition, à la hauteur du livre. Est-ce qu'avec la montée des IA et malheureusement tout ce qu'on observe aussi comme des avantages, est-ce qu'on peut dire que l'auteur est encore à la hauteur vu la façon dont l'IA est sollicitée? Alors, déjà, moi, je précise que les échanges que je vais avoir avec vous sont les échanges d'une très, très jeune autrice, parce que j'en suis à mon premier livre. Ouais, donc, oui, c'est un bon point. Oui, c'est ça. Donc, j'ai un regard très neuf parce que donc je suis vraiment toute nouvelle dans ce secteur-là. Et en même temps, je travaille aussi avec une maison d'édition locale qui est toute nouvelle. Donc, mais après, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir un regard comme celui-là. Et après, pour ne rien vous cacher, moi, l'IA,
j'appréhende ça vraiment avec, comment je pourrais dire ça, avec parcimonie. Parce que c'est vrai que là, dans le domaine de la littérature, de l'écriture, on est quand même dans un domaine pour moi dans lequel on peut pas se passer de l'humain. Et même si effectivement sur certaines tâches, ça permet de gagner énormément de temps, ça je l'entends parfaitement, mais à la question, l'auteur est-il toujours à la hauteur? Moi, j'ai envie de dire qu'il le sera toujours, en fait, indépendamment des évolutions avec l'IA. Parce que déjà, à partir du moment où on est à la hauteur pour soi-même, bah, ça veut dire qu'on l'est, indépendamment des jugements de valeur qu'on peut avoir dans le milieu ou même à l'extérieur. C'est pour moi quelque chose qu'on doit vraiment utiliser comme un outil, mais pas comme un substitut en réalité. Et même pour aller plus loin que dans le domaine strict de l'écriture et de l'édition, c'est quelle humanité on a envie d'avoir en fait demain. Est-ce qu'on a envie d'avoir des congénères qui se livrent comme ça totalement, qui arrêtent de réfléchir, qui arrêtent d'utiliser leur cerveau, que ce soit pour des choses créatives ou même pour le quotidien? Ou est-ce qu'on a envie encore d'être créatif, d'utiliser notre cœur, notre âme et notre cerveau pour écrire et pour éditer des œuvres? Après, moi, je sais pas si c'est particulier ou pas, mais quand j'écris, c'est vraiment sous des formes de pulsion. Je suis pas l'auteur qui va se mettre en se disant, ben voilà, aujourd'hui de 9h à 18h, il faut que j'écrive. En fait, ça peut me prendre absolument n'importe où. Et je considère, alors je sais pas si je me trompe ou pas, mais je considère que l'IA ne pourra pas faire ça à ma place. Après, peut-être que l'IA pourra m'aider si, par exemple, il y a des choses qui sont un petit peu redondantes dans ce que j'écris, ou peut-être me permettre de trouver des formulations un petit peu plus heureuses. Mais en tout cas, la substitution, je pense que vraiment l'humain a toujours toute sa place, et que oui, de toute façon, il sera toujours à la hauteur face à l'IA. Bah, bien sûr, ça c'est super bien dit. Et puis, oui, bien sûr, ça nous fait entrer de plein pied justement dans parce que là, tu as tout mis, tu as mis des émotions, tu as mis des contextes, tu as mis la présence même de l'auteur. Alors, Serge, est-ce que l'auteur est-il toujours à la hauteur? On a écouté Dominique. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que l'auteur, il sera toujours à la hauteur? D'abord, est-il toujours à la hauteur de l'écriture? Alors, merci beaucoup. J'ai envie de dire à la suite de Dominique que les auteurs seront toujours à la hauteur. Pourquoi? Quand on regarde le parcours de l'histoire, il y a toujours eu des mauvais auteurs et des bons auteurs. L'IA est une technologie, c'est un moyen, c'est une utilisation qui permet, comment dirais-je, dans une génération d'apporter un élément scientifique, un élément technique. Rappelez-vous qu'avant l'invention de l'imprimerie, on utilisait des papyrus, on utilisait des papiers, on utilisait des plaquettes en argile. Donc, l'écriture a toujours été là, quel que soit le moyen, quel que soit le procédé technique. Donc, ce n'est pas un outil de plus, fut-il l'IA, qu'on aura des plus bons auteurs ou pas. Voilà. Donc, un auteur, un bon auteur, un auteur qui est à la hauteur, c'est celui qui saura parler avec sincérité, avec des émotions, avec des sentiments, avec une régularité, avec une certaine discipline, une certaine constance, avec un public qui se reconnaîtra, qui se retrouvera dans ses textes, dans ses ouvrages. Et comme on le dit communément, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, un bon auteur trouvera forcément le public qui lui sied et puis fera son cheminement. Et je terminerai en disant, Dominique, qu'on soit jeune auteur ou vieux auteur, la question de l'opinion, c'est voilà, l'opinion par rapport à l'IA, c'est d'avoir une sincérité par rapport à ce qu'on ressent sur un sujet donné. Un vieux peut avoir des idées saugrenues, comme un jeune peut avoir des idées lumineuses. Donc pour moi, l'IA est un outil moderne, il faut savoir l'utiliser avec parcimonie, comme elle a dit, avec aussi, j'ai envie de dire, un détachement, parce que c'est comme ça en soi l'IA. Dans 20 ans, dans 50 ans, on aura d'autres choses. Il ne faut pas oublier que l'IA est en place depuis les années 1950. Voilà. Donc aujourd'hui, on est partie de ce que ça a été cette technologie qui a bientôt plus de 50 ans. D'accord, ça c'est bien. L'IA a toujours été là. L'écriture, elle sera toujours là.
peu importe l'évolution, voilà ce qu'on peut retenir. Alors, Célestine, pour évoluer un peu, maintenant, quand on se rapproche de l'édition, est-ce que, de façon globale, le retour des éditeurs est satisfaisant? Selon ton expérience à toi, est-ce que tu peux dire que le retour ici est satisfaisant ou alors tu penses que l'édition était peut-être mieux avant? Merci pour la belle question. Je ne sais pas si je vais véritablement faire une comparaison raisonnable, parce que avant, dire que je maîtrise très bien l'édition d'avant, ce serait un peu trop prétentieux. Mais en même temps, Oui, au regard des livres que je... Voilà. Oui, au regard des lectures que vous faites dans les livres scolaires, les livres d'enfants et ceux d'aujourd'hui, il y a quand même une petite démarcation. Il y a quand même une légère différence, mais qui peut se corriger rapidement si les éditeurs s'y mettent un peu plus. S'ils prennent la peine, tu as dit tantôt là que parfois, quand le BAT arrive, les auteurs ont confiance et on a souvent cette petite prise de confiance entre les auteurs et les éditeurs. Lorsque j'ai vu quelque part, parfois, lorsqu'un auteur veut faire la remarque à son éditeur sur une ou deux petites choses, celui-ci va pas prendre ça de la plus belle des manières. Ça fait que on a souvent beaucoup de peine, de retenue à revenir sur certaines choses qui sont dites dans le livre, surtout qu'on estime que l'éditeur est expert en la matière et c'est lui qui est plutôt censé nous mettre davantage sur le droit chemin en termes d'édition, en termes de littérature. Surtout quand on est jeune auteur, on se confie totalement à l'éditeur. On lui fait totalement confiance, même si, surtout qu'on ne connaît pas toujours les rouages de l'édition, les rouages de la littérature quand on est encore jeune auteur, alors il est normal, il va de soi qu'on va se confier à l'éditeur. Maintenant, donc, si après, il y a des petites, des coquilles, des écueils, des insuffisances, bon, je pense qu'avec le temps, on se bâtit, on se construit. Et avec l'IAI qui est là, même si pour moi, je suis un peu comme Dominique, je prends ça avec beaucoup de pincettes, surtout que j'ai l'impression que d'ici quelques années, l'IAI va nous amener beaucoup d'auteurs à être un peu plus paresseux. Donc, de plus en plus maintenant, on voit des textes qui sont écrits, pas vraiment avec l'intelligence humaine, mais avec ce petit coup de pouce de l'IAI, ça fait que, bon, on espère que ça va nous apporter beaucoup plus de bien que de mal. D'accord, beaucoup plus de bien que de mal. Ahmad, cette crise de confiance entre éditeurs et auteurs, est-ce que déjà les auteurs ont tort d'avoir autant confiance en leurs éditeurs? Je crois que oui, hein, parce que quand même c'est une question d'expérience. Moi qui vous parle, moi je suis auteur, mais je suis aussi éditeur. Donc c'est pour vous dire que jusqu'à présent aussi, j'ai fait éditer mes livres chez d'autres pour que les autres regardent moi ce que je suis en train de faire avant de le sortir. Je crois que quand vous amenez votre manuscrit chez un éditeur, c'est parce que vous avez confiance qu'il va faire le travail nécessaire pour que l'œuvre soit, comme on dit dans le jargon, publiable. Je crois qu'il n'y a pas encore de crise pour le moment, mais même s'il y a des fautes, moi je crois que peut-être ça dépend de l'utilisation même qu'on fait de l'intelligence artificielle. Mais ce que je peux dire, c'est que l'intelligence artificielle n'est qu'un outil d'assistance. Il ne peut pas remplacer ni l'auteur ni l'éditeur. Donc, je crois que ça, quand même, il faut que de chacun des deux côtés qu'ils comprennent. Et que l'éditeur aussi, quelle que soit sa perspicacité, il peut avoir quand même des choses qui lui échappent. Surtout quand c'est des manuscrits qui sont volumineux, il peut toujours échapper quelque chose, des coquilles quelque part, mais quand même qui sont quand même qu'on peut rectifier au fil du temps. C'est ça qui fait quand même l'objet de l'échange entre l'auteur et l'éditeur, jusqu'à avant qu'on arrive à ce qu'on appelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le BAT, donc le bon à tirer.
Je crois que là, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'échanges. Moi, je le fais avec mes propres éditeurs qui me disent, des fois, ils envoient un batch, je dis non, il faudrait quand même continuer parce que c'est un peu trop rapide. Sinon, à force d'être très rapide dans la publication, souvent, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Mais ce que je voudrais dire, je crois qu'il n'y a pas encore de rupture de confiance, mais il faudrait qu'on place l'IA, comme pour se répéter, à sa place. Ce n'est pas un outil pour écrire des œuvres, c'est un outil tout juste un assistant pour quand même pas faire certaines erreurs qu'il peut faire. Et même là où je ne suis pas tellement d'accord avec l'IA, c'est souvent au niveau des reformulations. Parce que l'IA, je crois qu'il n'est pas un être humain, il ne peut pas intervenir sur le fond, elle n'a pas d'émotion. Peut-être qu'elle a une raison de faire les choses d'une manière logique, mais elle n'a pas d'émotion. Donc, c'est ce qui fait que certains livres qui sont corrigés avec l'IA, il manque quelque chose. Quand vous les lisez, tu peux sentir qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est ça qui fait l'importance de l'auteur et de l'éditeur. Que l'auteur, quand même, lui, il écrit son œuvre avec une certaine émotion, avec une certaine vision, que l'IA, qui n'est, par exemple, nous qui sommes en Afrique, on n'a pas les mêmes visions, on n'est pas dans le même cadre social que ceux qui ont confectionné ces IA-là. Il y a des choses qui peuvent les échapper. Et je crois qu'il faut accepter. Même les corrections de reformulation, je crois qu'on n'est pas accepté. Moi, j'ai eu ce problème-là. J'ai envoyé ça à un éditeur, il a fait corriger sûrement celui qu'il a utilisé l'IA. Il m'a fait des propositions, mais j'ai refusé. J'ai dit que non, ça, si vous enlevez ça, ce texte-là n'aura plus son sens. Donc, on s'est mis d'accord. Et je crois qu'il a fini par accepter moi ce que je lui avais proposé. Parce que je dis quand même, voilà. Ok, merci beaucoup Amat. On a vraiment cette question d'intérêt, de contexte, et surtout de position, de volonté de l'auteur. Parlant justement de la volonté, il y a la question qui est posée par acolyte. L'IA aidera-t-elle à forger la volonté de bien travailler chez les éditeurs? Je ne pense pas, c'est la conclusion de Pauline. Alors Léa, est-ce que est-ce que la volonté, il y a encore cette volonté de travailler chez les auteurs, chez les éditeurs? Quand on voit la qualité des livres qui est publiée, est-ce qu'on ressent encore cette volonté? La volonté d'entendre, je reviens avec la même question que j'ai posée à Célestine. Est-ce que ce n'était pas mieux avant? Est-ce qu'on n'avait pas une meilleure édition avant tout ceci? Léa? Alors, oui, je suis là. Alors, je me dis qu'il n'est plus temps de se demander ce qu'on serait sans l'IA, mais plutôt voir dans quelle perspective l'intelligence éditoriale peut tout à fait cohabiter avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est mon avis. Donc maintenant, pour répondre à la question de Beau, que l'IA est venue en fait pour mettre à l'épreuve les professionnels du métier. Donc, avec l'outil, maintenant, ça sera vraiment plus évident d'identifier les imposteurs des vrais éditeurs. Parce que les gens ont souvent tendance à confondre la posture d'éditeur avec cette posture de technicien de la langue, alors que ça va beaucoup plus au-delà. L'éditeur est celui qui est sensible, c'est celui qui est attentif, c'est celui qui est à l'écoute de l'auteur, c'est celui qui a cette capacité-là de transformer un manuscrit en livre. Et ça ne peut pas se faire avec 2-3 clics, comme l'IA le fait. Donc, je pense vraiment que pour ceux qui voient en l'IA un assistant comme moi, tout comme les outils d'assistance et d'aide à la rédaction qui existaient déjà, je pense que c'est tout bénef. On peut bien en profiter, mais surtout, il faut savoir, bien sûr, reconnaître les limites de cette technologie. D'accord. Maintenant, Léa, en restant avec toi, et justement, la jeunesse aujourd'hui, il y a un facteur dont il faut tenir compte, et surtout quand on parle de la jeunesse, c'est le temps. La jeunesse aujourd'hui semble ne plus avoir de temps. Est-ce que ce n'est pas le temps qui pousse tout le monde à soumettre déjà, à faire écrire son texte par l'IA, à faire valider son texte par l'IA? Est-ce que c'est parce qu'on veut, est-ce que c'est pas parce qu'on veut très vite à l'édition, le temps? Pourquoi la jeunesse manque-t-elle d'abord de temps aujourd'hui, alors qu'avant,
on prenait le temps d'écrire, le temps de se faire éditer. Pourquoi aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus de temps? C'est un fait qui est réel. C'est pas qu'il y a plus de temps, en fait. C'est qu'on voit qu'il y a moyen de gagner du temps à travers ces technologies-là. Donc, je ne pense pas que le souci soit vraiment une contrainte de temps. C'est plutôt un besoin de facilité. Donc, puisqu'il y a des petites astuces ou bien du temps qui est gagné en utilisant ces outils, tout le monde se dit, bon, je vais m'en servir, ça va me permettre de gagner 5-10 minutes. Des livres qui faisaient des années pour sortir, aujourd'hui, vous allez voir des auteurs publiés à... Il y a des auteurs très fégons maintenant, vous voyez des auteurs qui font sortir 10 livres à la fois, 2 livres, 3 livres, des choses qu'on ne voyait pas vraiment avant, parce que ça demandait assez de temps. L'écriture, c'était pas comme aujourd'hui, tu as une idée, tu la balances là dans une IA générative et puis ça te sort des tas de textes que tu te mets à reformuler n'importe comment, tout bêtement, et tu te rends chez un éditeur. Donc, il y a cette tendance à la facilité qui, oui, est bien sûr à déplorer parce que ça va à la longue détériorer le métier. On va se retrouver avec des textes plats parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que l'IA produit pratiquement la même chose. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'on va se retrouver à un moment avec des textes identiques qui ne renseignent plus du tout. Donc, avec une littérature qui n'éduque plus, qui n'informe plus, une littérature, je dirais, totalement vide. Ouais. Et je crois que on est même déjà, on est en plein dedans déjà. Serge, j'aimerais savoir maintenant, les personnes qui ont créé ces IA prennent toujours le temps d'éditer, prennent toujours le temps d'écrire. Bon, ce que j'aimerais comprendre, et je reviens avec cette même question, pourquoi on a l'impression que chez nous, on manque de temps? Je vais prendre, je reviens avec cet éditeur Gallimard. Quand vous soumettez votre texte, il y a quand même des mois qui vont séparer votre dépôt de la réponse et du travail éditorial et de la publication. Pourtant, ces personnes ont tous les outils d'intelligence artificielle à disposition. Ces personnes savent que tout cela existe. Mais pourquoi on accorde encore du temps ailleurs? À l'édition chez nous, vous déposez votre livre lundi, mardi, vous êtes édité, mardi, vous recevez votre BAT, puis vendredi, vous avez vos exemplaires. Alors, Serge, pourquoi cette course? Après quoi court-on? Alors, pour être factuel sur ce que vous venez de dire, je voudrais justement simplement qu'on prenne un peu de hauteur sur nous en tant qu'humains et au-delà sur le monde du livre. Il faut savoir aujourd'hui, le monde est presque interconnecté. Il n'y a aucun endroit dans le monde, mis à part les zones blanches, où il n'y a pas de réseau. Donc, tout le monde a facilement accès aux informations, aux outils modernes de connectivité. Si on se projette 50 ans en arrière, c'était beaucoup moins. 100 ans en arrière, c'était beaucoup moins. Et cela est lié aussi à, comment dirais-je, à la fois à l'évolution de la technologie et même à l'évolution de la population. Je vais juste simplement donner 2 chiffres très simples. En 1900, au début du XXe siècle, on était 1,6 milliard d'individus sur cette terre. 1,6 milliard. En 2050, on était 2 milliards. C'est-à-dire qu'en 50 ans, on a pris 1 milliard de plus. Mais savez-vous que de 1950 à 2025 aujourd'hui, on a quadruplé, on a multiplié la population du monde fois 4. On est 8 milliards aujourd'hui. Pourquoi je donne cette de grandeur? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a plus de monde sur la Terre et dans le domaine du livre, il y a beaucoup, donc plus de besoins des individus qui souhaitent publier. Léa l'a dit tout à l'heure, tout le monde veut gagner du temps. Et comme le monde est interconnecté, tout le monde pense qu'il est plus facile, en prenant des raccourcis, de se faire une place au soleil. Cela, bien sûr, est lié aussi à la mondialisation, au capitalisme, par outrance, etc., qui donne le sentiment que oui, en une semaine, en 15 jours, en 3 semaines, on peut avoir un manuscrit propre, on peut être édité au bout d'un mois, de 3 mois, 6 mois. Mais c'est les conséquences, en fait, de l'évolution de notre société. Il faut tenir compte de cela et le mettre en perspective. Maintenant, pour revenir dans le domaine de la littérature, par rapport aux éditions Gallimard, oui, mis à part Gallimard, il y a encore d'autres maisons d'édition qui respectent un certain nombre de
de canaux, un certain nombre de chemins. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, on utilise tous l'ordinateur aujourd'hui ou le téléphone connecté pour se parler. Il y a 30 ans, 40 ans, les livres étaient écrits encore, le manuscrit était écrit à la main. Ils vont être soumis à l'édition. Aujourd'hui, sans être vieillot ou ancien, on commence à avoir le manuscrit à la main. Parce que l'ordinateur, malheureusement, n'a pas l'historique de notre saisie. On peut avoir une idée lumineuse le matin sur un ordinateur et on l'efface, le lendemain, on ne s'en rappelle plus. Alors que quand on relisait ces manuscrits, on se rappelait des idées, on pouvait revenir dessus. Donc oui, il y a des maisons d'édition qui prennent le temps. Quand j'envoie mon manuscrit à une maison d'édition, elle me donne 3 mois pour relire parce qu'elle a un comité éditorial. Je ne sais pas s'ils utilisent peu ou pas l'intelligence artificielle. Il faut savoir que, par exemple, quand on utilise nous-mêmes des correcteurs d'orthographe sur nos logiciels Word et compagnie, c'est déjà un peu de l'intelligence artificielle. Il y a même des logiciels de correction d'orthographe. Moi, j'utilise Antidote pour ne pas faire de la publicité. C'est aussi de l'intelligence artificielle. Mais ce sont des aides à la relecture d'un texte initial. Maintenant, je ne maîtrise pas encore l'écriture globale avec l'intelligence artificielle. Bon, ça, c'est le schéma d'autres personnes. Je ne peux pas me permettre de les juger ou de critiquer. Mais pour vous répondre précisément à votre question, aujourd'hui, les grandes maisons, comme les auteurs qui estiment que l'écriture a besoin d'un temps à la fois de compréhension, d'écriture, de relecture, ben ces éditeurs-là, ces auteurs-là prennent le temps qu'il faut parce que c'est nécessaire de pouvoir avoir un texte bien fait, bien pensé, bien écrit, avec un langage… voilà. La littérature, c'est principalement, j'ai envie de dire, le commerce de l'émotion, le commerce des expériences. Et s'il n'y a pas ce travail fait en amont, ben on va arriver sur des textes plats, froids, qui n'auront pas de sens, si ce n'est de mettre dans les rayons des ouvrages qui vont très rapidement, même pas faire 3 mois, 6 mois, parce qu'on est dans le nombre et non pas dans la qualité. D'accord, justement, en étant dans le nombre, Ahmad, je vais d'abord prendre Dominique et puis je reviendrai vers toi. Et donc, tu prépares un peu cette question-ci. Le nombre, toi, tu es éditeur. Alors, qu'est-ce qui pousse nos éditeurs aujourd'hui à courir après la quantité? Ils veulent publier un grand nombre de livres. Il y a des éditeurs. Bon, on est tous sur les réseaux sociaux, on est dans des groupes WhatsApp, viennent de paraître, on le voit, c'est pas moi, peut-être à plusieurs reprises dans le même mois et parfois avec le même auteur. Vous vous demandez bien, bon, le manuscrit a été déposé quand? Il a été travaillé quand? Parce que bon, déjà connaissant les habitudes, on voit qu'en une semaine, on est déjà publié. Alors, tu nous donneras ton avis sur la question, toi qui es éditeur. Oui, Dominique, tu souhaitais rebondir sur les propos d'Ahmad par rapport à l'IA qui ne remplacerait jamais auteur-éditeur. Oui, c'est ça, parce que en fait, moi, ça m'arrive aussi de faire de la relecture et de la correction. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu des remarques. Il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont dit, mais en vrai, avec l'IA, tu ne serviras plus à rien. Et donc c'est là-dessus que je m'interroge. Est-ce que demain un auteur va présenter son texte et le faire relire? Est-ce que le faire relire et corriger en orthographe, en grammaire, en reformulation, est-ce que faire ça par l'IA ce sera suffisant? Ou alors on aura toujours besoin justement de cette touche? Moi, je sais que les personnes pour qui je relis et je corrige, ben, je suis souvent en contact avec elles. Je leur pose beaucoup de questions sur ce qu'elles ont voulu exprimer à telle partie, avec telle phrase, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des choses sur des choses assez basiques, on va dire, de règles orthographiques qui peuvent être revues par l'IA, même si l'IA n'est pas totalement à l'abri de commettre des erreurs aussi, de pas savoir comment faire un accord parce que l'IA ne saura pas ce qu'on a voulu exprimer et donc à quel sujet se rapporte tel adjectif, etc. Mais c'est vrai que moi, je m'interroge beaucoup sur ça. Est-ce que la correction, elle pourra être entièrement confiée à l'intelligence artificielle, quoi? Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, en fait, s'il faut donner un avis premier déjà sur ce type de choses. La correction, malheureusement, heureusement, bon, malheureusement pour les défenseurs de l'IA, ce n'est pas juste grammaire et orthographe. Heureusement pour nous, la correction va bien au-delà de tout cela. Même remplacer un simple mot
dans un contexte. L'IA peut trouver que le mot est faible, pourtant le contexte demande ce mot que l'IA va trouver faible. Et l'IA voudra remplacer ce mot. Et la personne qui va croire en l'IA va préférer le mot de l'IA en se disant « oui, ça fait plus littérature ». Donc, il y a un millier d'autres paramètres qu'on peut prendre que l'IA ne pourra jamais aborder. L'étude de la psychologie des personnages, par exemple. Vous pouvez faire votre texte avec... vous pouvez faire votre texte déjà avec un personnage qui sera dans une certaine forme et qui pourra changer de forme. Et l'IA ne verra pas que ce personnage-là, il a changé. Donc, il y a encore beaucoup de limites, il y a beaucoup de chemin à faire. Comme je disais dans mon atelier à 11h, c'est à l'IA de rejoindre l'intelligence humaine. Ce n'est pas à l'homme d'aller rejoindre l'intelligence artificielle. C'est l'IA qui a du chemin à faire pour rejoindre l'humain déjà. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette question. Est-ce que tu me permets, est-ce que vous me permettez tous aussi de juste d'ajouter quelque chose, parce que dans ma réflexion, là aujourd'hui, les personnes, on va dire, qui alimentent l'IA, il me semble, si je ne m'abuse, que ce sont des personnes qui sont quand même très très loin très éloignées de nos cultures africaines et caribéennes. Et je pense que cela a un impact considérable sur l'intérêt que nous, on va trouver dans l'IA, parce qu'on va avoir nos spécificités africaines et caribéennes, et que aujourd'hui, si l'IA n'est pas entraînée ou n'a pas ces sources-là, eh ben, en réalité, elle pourra pas nous apporter des réponses qui vont nous ressembler, alors que finalement, c'est ce qu'on va rechercher en premier, quoi. Oui, d'accord. Oui, Serge. Oui, en fait, je voulais compléter en disant, vous savez, c'est compliqué de mon point de vue de faire une bataille pour ou contre l'IA. Même ce que dit Dominique, il y a des pays africains qui ont commencé à investir dans l'IA pour justement nous permettre d'avoir nos données, nos éléments sociologiques, linguistiques, culturels dans l'IA. Le Maroc l'a fait, le Sénégal, il me semble qu'ils sont en cours, le Nigeria également. Mais là où je suis, je suis opposé à cette opposition entre l'IA, l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, il faut partir du principe que l'IA est le produit de l'intelligence humaine. Voilà. Donc, l'intelligence artificielle qui est créée de toutes pièces est au service de l'intelligence humaine. Parce que l'IA n'est pas que dans la littérature. L'IA est dans beaucoup d'autres domaines. Et l'humain, c'est à lui, à chaque fois, lorsqu'on invente une machine, de pouvoir s'approprier et dompter cette machine. C'est un leurre de penser qu'un jour, même si la science-fiction le dit, que la machine aura le contrôle de l'homme. C'est nous qui contrôlons ces machines qu'on fabrique et c'est nous qui allons les débrancher à un moment donné parce qu'on estime que, et à chaque révolution, il y a toujours cette inquiétude. Lorsqu'on a fait la révolution, lorsque les ordinateurs sont arrivés dans les maisons, on avait cette inquiétude, les portables et même au moment de l'imprimerie, ceux qui avaient l'habitude de réécrire les textes, les manuscrits qu'il y avait dans les abbayes en Europe, il y avait toujours cette crainte-là. Donc, la société, elle évolue comme elle l'est, avec ses aléas, bien sûr, avec ses travers aussi, mais à nous, humains, de mettre toujours en avant des éléments qui vont élever l'intelligence humaine au-dessus de l'intelligence fabriquée, pour ne pas dire artificielle. D'accord, merci beaucoup. Ahmad, alors, Oui. avec cela, on arrive à ce point, on revient à ce stade où il y a cette course à la publication. Alors, qu'est-ce qui déjà motive les éditeurs à publier autant de livres et surtout des livres qui ne subissent en général aucun réel contrôle éditorial? Bon, je crois que peut-être, parce que là, il faudra voir ce qu'on appelle la ligne éditoriale de la maison d'édition. Mais je crois que peut-être, pour dire, il y a peut-être certains, c'est le gain peut-être qu'ils mettent en avant. Sauf peut-être si c'est des maisons d'édition qui sont à compte d'éditeurs. Et même si c'est le cas, ces maisons d'édition qui sont à compte d'éditeurs, ils ont toujours des royalties au niveau de certaines plateformes. Donc, je crois qu'il y a toujours le gain qui est derrière tout ça. Mais je crois peut-être qu'il y en a qui ne sont pas sur cette ligne. Par exemple, moi, je dis que, comme certaines maisons d'édition,
vous ne pouvez pas être publié si vous avez déposé votre manuscrit dans 3 mois. Ça, c'est le minimum. Donc, on ne peut pas publier un livre avant 3 mois. Par exemple, j'ai une anecdote. Lorsque l'auteur a déposé, comme vous le dites, 2-3 semaines après, il m'a dit que oui, mais quand est-ce que vous allez publier? J'ai dit que moi, je n'ai même pas commencé à lire votre manuscrit. Il y a des manuscrits qui sont là avant. 2, il y a un travail de fond qu'il faut faire, une révision qu'il faut faire avant que votre livre ne soit publié. Bon, il me répond que oui, mon livre, je l'avais proposé à notre éditeur, il avait me corrigé, c'est qu'on ne s'est pas entendu sur les montants, c'est pour ça que j'ai quitté. J'ai dit d'accord. Oui, mais même si ça a été corrigé par un autre éditeur ou bien par d'autres personnes, moi, ça ne m'empêche pas de revoir ton livre parce que ce n'est pas évident que votre livre est exempt de faute ou d'incohérence. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Le jour où je lui ai envoyé le premier rapport de lecture, il était un peu subjugué parce qu'il ne croyait pas qu'il y avait autant d'incohérences et dans son texte. Parce que les poèmes étaient pêle-mêle, il n'y avait aucun lien entre les divers poèmes. Donc, c'était vraiment un mélange tout. Et j'ai dit quand même un livre, il doit avoir une cohérence du début jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas publier vos œuvres comme ça, les poèmes sont pêle-mêle comme ça. Celui qui le lit, il ne sait pas à quoi il a. Même si c'est des poèmes, il y a quand même un cheminement à suivre. Donc, et c'est depuis ce moment-là qu'elle a accepté. Je lui ai renvoyé le livre, je lui ai dit que maintenant vous renvoyez ça avec le rapport de lecture et vous essayez de travailler ça et quand vous terminez, vous me le renvoyez. Donc, c'est pour dire que quand même tout le monde n'est pas sur cette ligne de précipitation. Même d'autres maisons d'édition qui ne sont pas dans cette précipitation. Gallimard, que vous citez aussi, il faut dire qu'ils reçoivent aussi beaucoup de livres. Tu sais qu'au niveau de la France, l'édition, le nombre de livres édités par jour est extrêmement c'est nombreux. Donc, c'est différent de chez nous, où on reçoit 2 à 3 livres dans le mois. Et aussi, ils ont les moyens, malgré les moyens qu'ils ont quand même, mais ils reçoivent beaucoup de livres. Beaucoup de manuscrits, excusez, qui ne leur permet pas peut-être de faire ce travail-là d'une manière aussi rapide que ça. Donc, il faut quand même laisser la place aux relecteurs, comme l'a dit Dominique. Je crois que les relecteurs et les correcteurs aussi ne peuvent pas corriger. Parce que Dominique l'a dit tout à l'heure, et je l'avais dit bien avant, l'émotion dans la phrase, l'IA ne peut pas gérer ça. D'autant plus que, comme l'a dit mon ami tout à l'heure aussi, ces IA-là n'ont pas pris en charge nos cultures, notre vision, nos coutumes et nos us africaines. Donc, ça pose problème que quelqu'un me propose, moi, de changer certaines phrases. Comme je vous l'ai dit, ça m'est arrivé une fois. Il a changé des phrases. Moi, je lui ai dit non, si vous enlevez ça, ça veut dire que le livre-là ne sera plus publiable parce que ça, c'est le cœur même du livre. Ça, vous ne le comprenez pas parce que vous n'êtes pas, on n'est pas de la même culture. Ou bien vous avez utilisé l'IA pour corriger, mais je ne crois pas que cette phrase-là puisse être changée. Donc, il faut la laisser. Et c'est à l'éditeur quand même de tout faire pour conserver la version originale. Même si on vise une version poétique, symbolique, elle doit refléter quand même l'idée et l'originalité quand même que l'auteur a voulu faire dans son œuvre. Je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi il faut, comme on l'a dit, l'IA avec beaucoup de pincettes. Donc, okay. il faut l'utiliser. Oui. Chez toi, comme éditeur, oui, la vérification de la cohérence, la création de résumés, de mots-clés, etc. Mais quand même, par rapport aux reformulations, moi, je suis un peu très sceptique par rapport à ça. D'accord. Ahmad, maintenant, pour la correction, est-ce que tu utilises un outil de relecture? Pour le moment, non. Je n'utilise pas ça pour le moment. D'autant plus que je vous dis que un auteur, on travaillait sur son livre, il lisait ça comme moi, sur l'ordinateur directement. Il m'a dit qu'il a terminé de corriger. Moi, j'ai imprimé le livre en papier et je lui ai donné ça et je lui ai demandé de le relire. Donc là, on n'est plus dans le domaine du numérique. Et je lui ai dit, lorsque vous allez le relire sur le papier, parce que le papier est irremplaçable, vous allez vous rendre compte que même avec l'ordinateur, il y a des choses qui vous échappent.
et qu'il a fini par accepter ce que je lui avais dit. Donc, quand même, même si on utilise l'IA, moi, je préfère la version papier avant même de donner le BAT à l'auteur. D'accord, ok. Léa, tu nous as rejoint. J'espère que ça va bien de ton côté. Question connexion. Alors, Ahmad, il a dit bon, les manuscrits, il en reçoit 2, 3 par mois. Ça c'est relativement facile à gérer sur le plan individuel. Mais des éditeurs qui reçoivent 15, 20 manuscrits, parce que ça, il y en a. On en voit beaucoup aujourd'hui qui les reçoivent. 15, 20 manuscrits. Pourquoi ne pas échelonner le travail et se dire, bon, à chaque manuscrit son instant, pourquoi courir à la publication rapide? Donc, on va prendre l'IA, on va mettre sur Antidote que Serge utilise là, et je prends Antidote parce que beaucoup d'éditeurs que je connais utilisent Antidote et les résultats sont de vraies catastrophes quand on ouvre le livre. Alors, pourquoi courir? Cette question, bon, parce que je crois que avec l'IA aujourd'hui, tout le monde a envie de courir. Alors, pourquoi court-on? Après quoi court-on? J'aimerais bien qu'on comprenne qu'on ait des éléments de cette question pour pouvoir avancer et comprendre et se dire qu'on a mieux à faire avec notre édition. Alors, pourquoi court-on déjà? Pour moi, ça m'étonne un peu parce que je ne crois pas pourquoi on doit courir, d'autant plus que l'objectif de l'éditeur, c'est de sortir un livre quand même qui a certaines particularités, qui est non seulement publiable, mais quand même qui ne contient pas certaines erreurs ou certaines incohérences. Je crois que là, quand même, je ne vois pas vraiment pourquoi il faut courir. Si peut-être les auteurs sont trop pressés, il faut leur demander d'aller ailleurs. Moi, je crois que c'est très simple. Hein? Moi, un auteur qui me presse, moi, je lui dirais d'aller voir quelqu'un qui est avec des dates. Oui, ils viennent souvent avec des dates, les auteurs, ils viennent avec des précisions. Non, je veux mon livre dans 2 semaines. J'aimerais avoir mon livre la semaine prochaine. Il faut qu'il soit présent à tel endroit ou bien à tel autre. Ça arrive souvent et malheureusement, c'est très dommageable. Serge, je viens directement vers toi parce que tu as dit que tu utilisais Antidote. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton processus? Comment toi, tu travailles avec Antidote? Parce que j'ai lu quand même tes livres et je veux savoir comment toi, tu travailles avec Antidote pour arriver à garder un certain niveau, j'ai envie de dire, de qualité. Quand même, ça il faut le dire. Alors, comment tu travailles avec Antidote? Ça peut servir à tout le monde. Antidote, moi, je ne connais même pas. Je ne suis pas commercial de. Je connais peut-être ChatGPT, Gemini. Ahmad, la question est adressée à Serge. Merci, Ahmad. Oui, Serge, vas-y. Oui, je dis, je ne suis pas commercial d'Antidote et je ne voulais pas faire ici la publicité d'Antidote, mais je vais simplement vous raconter mon expérience personnelle en termes de processus éditorial. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je commence mes projets de livres au papier parce que mon activité ne me permet pas tout le temps d'être derrière un ordinateur. Donc, je m'assois, je pense quelque chose. Dominique l'a dit tout à l'heure, quand une expression, une émotion arrive, voilà, on a envie de la coucher quelque part. J'ai toujours autour de moi un bloc-notes, je couche l'information. Au bout d'un certain nombre de pages, je passe au tapuscrit. Donc, je tape sur l'ordinateur. Quand j'ai terminé un projet éditorial, je me relis sur l'ordinateur et j'imprime 3 exemplaires que je donne à des amis, à des connaissances. Ceux qui me connaissent, c'est un premier cercle. Je leur donne 1 mois pour lire et voir s'il n'y a pas de faute de sens, de coquille, de compréhension. Et une fois qu'ils m'ont fait ce rapport-là, donc j'additionne les informations pour avoir une version presque quasi finale. Maintenant, j'utilise Anecdote, que c'est un correcteur d'orthographe. Hein. Je ne me sers pas de ça pour être celui qui va me dire la vérité sur le sens émotionnel, le sens étymologique. Donc, puisque je pars du principe, je suis d'accord avec Ahmad, il n'y a rien de plus intéressant que de lire soi-même son manuscrit version papier. Parce que la lecture sur un ordinateur, elle est trompeuse. Il y a des fautes qu'on ne perçoit pas, qu'on ne voit pas. Parce que dans le processus de lecture, le cerveau lit plus vite que les yeux. C'est-à-dire qu'à peine on a vu un mot, que la phrase est déjà terminée dans notre cerveau. Et c'est là où justement l'œil ne va pas voir la faute, le S qui manque quand on dit les voitures.
on n'a pas vu S, l'œil n'a pas vu S, la voiture qui manque qu'à la fin, parce que le cerveau a lit dans l'ensemble. Donc oui, en faisant anecdote, c'est vraiment les derniers. Et pourquoi j'utilise anecdote? Tout simplement parce que lorsque j'avais soumis un manuscrit chez un éditeur, il a pris 3 mois, 6 mois. Et comme j'ai un projet d'ouvrir une maison d'édition, j'ai voulu comprendre comment les maisons d'édition travaillent avec la relecture. Et c'est comme ça que je connaissais pas Antidote avant, il y en a plusieurs. Bon, je me suis abonné. Vraiment, c'est à la fin de ce parcours de 3 exemplaires donnés à 3 personnes, relecture personnelle compilée, que je peux utiliser avec Antidote avant de proposer à une maison d'édition une version quasi finale. Le dernier exemplaire que j'ai soumis à un éditeur, ça nous a permis de relever que 5 à 6 fautes sur un livre qui avait plus de 200 pages. Bon, voilà. Après, c'est sorti avec 2 fautes. Donc, c'est-à-dire que voilà, même si on prend autant de précautions, ben, malheureusement, on n'est pas à l'abri d'une coquille. Et moi, j'ai horreur de voir des ouvrages avec des coquilles. Ça gâche la lecture, ça fâche le plaisir qu'on a à parcourir un ouvrage. D'accord. Pour boucler avec toi, est-ce que les 2 fautes, tu les reconnais? Est-ce que ce sont les 2 fautes que tu sais avoir été là dès le départ, qui ont échappé à tout le monde, ou alors ce sont 2 fautes qui sont nées après ton écriture à toi? Non, c'est 2 fautes que j'ai vues après la lecture. C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'avait pas vu. Bon, malheureusement, lorsqu'on a le papier en main, il faut savoir que bon, j'ai par habitude de casser les pieds aux éditeurs. Lorsque j'ai la dernière épreuve avant le BAT, je relis, je demande d'avoir 2 semaines de relecture, j'imprime, je relis, alors que j'en ai imprimé 3-4 fois avant. Bon, tant pis pour les arbres. Et lorsque je donne le BAT, bah, pendant que comment dirais-je, le document est en cours d'impression, si je constate 1 ou 2 fautes, en fonction de l'endroit et la page, connaissant un peu le travail des éditeurs, bon, je me permets d'échanger avec eux pour voir si ils n'ont pas encore imprimé la 98e page pour dire que j'ai vu un mot, une phrase qui n'est pas correcte. Bon, je n'ai fait qu'une fois, hein, mais c'est pour dire qu'on peut encore, en fonction du rapport qu'on a avec l'éditeur, mais les fautes dont je vous parle, je les vues après. Et souvent même, ce sont les personnes qui me le disent, connaissant mon exigence. Bon, moi-même, je ne l'aurais pas vu, mais bon, toute œuvre humaine n'étant pas nature, pas parfaite, et je me dis, lorsqu'on peut éviter les fautes, c'est vraiment top. D'accord. D'accord, merci. Léa, tu es avec nous? Oui, je suis là. Ok, très bien. Maintenant, tu as écouté Serge avec son processus d'écriture, justement de relecture aussi. Comment tu trouves ce processus de relecture? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la première responsabilité, quand un livre apparaît, je veux dire, quand un livre est mal présenté, après sa publication, bien sûr, est-ce qu'on peut dire que la première responsabilité est celle de l'auteur? Léa? Oui, je suis là, Ray. Est-ce que tu m'entends? D'accord. Est-ce que la première responsabilité d'un mauvais livre, disons-le comme ça, est celle de l'auteur? Non, bien sûr que non. Lorsque le livre est déjà soumis, bien sûr que la responsabilité de la version qui sort revient à l'éditeur, revient à la personne qui signe la parution. Ça, c'est normal. Mais il est vrai que si, au courant du processus éditorial, j'apprécie déjà la démarche de Serge parce que c'est vraiment tout bénef que les auteurs également contribuent au processus éditorial. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Généralement, on a des auteurs qui préfèrent totalement se mettre à part. Ils vont te dire, j'ai déjà fait ma part. Léa, débrouille-toi, je t'ai donné tout ce dont tu as besoin. Et voilà, j'attends juste le résultat. Alors que c'est une contribution, comme Dominique le disait, il y a des fois où tu as besoin à chaque fois de revenir vers l'auteur pour éviter en fait de dénaturer à certains endroits, de faire des reformulations qui n'ont vraiment pas lieu d'être parce qu'effectivement l'intention elle est bien là. Quoique on a peut-être l'impression que ça ne fait pas totalement français pour revenir au sens même de la langue, mais ça peut rester légitime du point de vue de l'auteur. Donc, il y a ces discussions-là qu'il faut entretenir tout au long du processus éditorial. Donc, lorsqu'on parle maintenant de responsabilité, bien sûr que si on a des fautes à la fin,
c'est l'éditeur qui est pointé du doigt parce que c'est lui le technicien, c'est lui le responsable. Donc ça c'est normal. Mais au courant du processus, tout le monde est impliqué. D'accord. Et maintenant, et la place de l'IA pour la relecture. Est-ce que chez toi, tu envisages déjà de te faire assister par une IA pour relire des textes? Et pour quelles raisons, par exemple, tu pourrais avoir un besoin pareil? Bon, à l'inverse de Serge, moi, je suis anti-impression inutile. Donc, j'évite beaucoup d'imprimer lorsque je ne suis pas 100% sûre de ce que je vais imprimer. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je travaille avec beaucoup de monde. Je suis une accro de la bêta lecture, pour ceux qui savent ce que c'est. J'aime beaucoup faire lire ce que je veux faire paraître. Donc, j'ai des lecteurs comme ça à disposition qui sont toujours là pour lire. Pas forcément pour repérer les fautes. Moi, ce que je cherche généralement, ce sont des impressions de lecture. Maintenant, à travers les impressions de lecture, on a forcément des retours. Parce que lorsqu'on est un technicien, comme il a dit, à vue d'œil comme ça, il y a des choses qui ne nous paraissent pas forcément incorrectes. Parce que, justement, ce n'est pas incorrect, mais sauf que ce n'est pas placé où il faut et à l'endroit où il faut. Donc, lorsqu'on se rend compte, lorsqu'on essaye de voir avec le contexte, on se dit non, c'est mal placé, mais l'œil n'a pas repéré ça justement parce que ce n'est pas un mot incorrect, en fait. Donc, il y a ces petites erreurs-là qui ne peuvent pas directement être repérées, surtout pour un texte qu'on a eu l'habitude de lire pendant longtemps. Donc, c'est pourquoi j'aime même souvent faire des pauses. Donc, je vais travailler sur un texte, je vais faire même 2 semaines. Je vais lire autre chose avant de revenir dessus pour essayer d'avoir un regard neuf. Parce que à force de lire le même texte tout le temps, j'ai l'impression de ne plus du tout avoir une vision claire des choses. Donc, il y a cette étape de bêta lecture que je préconise. À côté de ça, bien sûr, j'ai des outils d'aide à la rédaction dont je parlais tout à l'heure. La majorité de ces outils aujourd'hui intègrent l'IA, donc que toi-même tu ne veuilles pas totalement te plonger dans ces outils-là, Gemini, Antidote et tout ce que j'utilise au quotidien, il y a des onglets qui ramènent toujours à l'IA, même avec Microsoft Word, le logiciel le plus basique. Donc, vous voyez que ça devient assez compliqué d'essayer de se détourner de ces outils-là. Donc, ce que moi, je fais généralement, c'est que si j'ai un texte assez volumineux, comme aujourd'hui, on a des auteurs qui sont convaincus que le travail qu'on fait peut se faire dans une limite de temps. Vous allez voir un auteur qui va vous dire, bon, je veux pas faire paraître mon livre dans 40 jours, 50 jours. Donc, ils viennent avec des défis comme ça. Et puis, bon, lorsque peut-être quand on a passé un certain moment sans vraiment avoir à travailler, avec les manuscrits qui se font souvent un peu rares à certains moments, on se dit, bon, peut-être avec 1-2 outils, je peux accélérer l'étape de la correction et arriver directement au moment de la relecture générale. Donc, avec ces outils-là, on a la possibilité de faire des corrections multiples, de faire des rechercher, remplacer, voir peut-être des symboles qui sont mal placés, des virgules qui ne correspondent pas peut-être à la typographie qu'on veut pour la publication. Donc, il y a ces petits raccourcis-là auxquels on peut avoir accès à travers les différents outils qui existaient déjà et qui sont agrémentés aujourd'hui avec l'IA. Donc, il y a ces petites techniques-là que j'utilise pour gagner du temps, bien sûr. Mais là, c'est... Okay. Oui. Je suis curieux tout de même. Je suis quand même curieux. Pourquoi un auteur, parce que nous avons déjà eu cette... avec Pauline, on a déjà eu à discuter avec certains éditeurs par rapport à l'attitude des auteurs, parce que justement, elle mentionne le manque d'éducation qui forge l'impatience à voir le livre dont les éditeurs ne disent pas assez. Les auteurs. Alors, pourquoi un auteur? Non. Et ça, j'aimerais bien, étant donné que tu es là, Ahmad est là aussi, pourquoi un auteur qui va déposer son livre, et je vais rester avec Gallimard pour ne pas citer trop d'éditeurs, qui dépose son livre chez Gallimard, attend dans son coin qu'on lui réponde, et le même auteur, quand il vient déposer chez toi, il vient te donner une limite de temps. Pourquoi déjà les éditeurs permettent que les auteurs leur imposent un temps? Ou bien que les auteurs viennent leur parler de temps, alors qu'ils ne le font pas ailleurs? Pourquoi?
je ne sais pas si la parole reste de mon côté. Oui, c'est bien sûr, je suis toujours avec toi. Ok. Donc, pour mon cas, j'ai bien précisé tout à l'heure que généralement, c'est lorsqu'on est dans une période morte. Pour mon cas, hein, je peux accepter ça dans des moments où vraiment je n'ai pas un dossier brûlant sous la main, donc je suis un peu libre. À ce moment-là, bon, je peux prendre ça moi-même comme un défi personnel. Je me dis, bon, si je me situe peut-être, disons, je me donne 6 mois, par exemple, c'est ce qu'on ne fait pas souvent. Donc, ce sont des petites choses comme ça qu'on peut mettre dans notre quotidien. Les éditeurs ont tendance à travailler c'est-à-dire lorsqu'un livre paraît, bon, il est sorti, ça veut dire qu'il a fini le processus. Mais on ne s'est pas dit qu'on peut essayer de planifier en fait nos différentes actions. Généralement, les calendriers éditoriaux que vous aurez l'habitude de voir, on va bien sûr échelonner les différentes étapes, le processus par lequel un livre doit passer, mais on ne va pas vous dire telle étape va durer 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Ça, vous ne le verrez pas. Donc, avec ces petites contraintes-là, les auteurs nous poussent en fait à surpasser les limites. Moi, je vois ça comme un défi, mais je ne l'accepte pas tout le temps parce que c'est en fonction même de l'état dans lequel vous me livrez le manuscrit que je peux évidemment dire si oui ou non le défi que vous donnez est réalisable. Donc, on ne va pas revenir avec un manuscrit très mauvais et puis me dire, bon, en 30 jours, en 40 jours, ce manuscrit, vous m'en faites un livre. Non, ça, je n'achète pas du tout. Oui, d'accord, merci. Dominique, le temps. Est-ce que le temps a été important pour toi dans la publication? Quand tu as terminé ton manuscrit, est-ce que tu t'es dit, bon, d'accord, je veux que mon livre soit disponible peut-être dans 1 mois? Et en le disant, à quoi pensons? Est-ce qu'on se met à l'esprit que, qu'en le disant, on oblige l'éditeur à recourir à des outils qui vont plutôt dégrader les choses qui vont dégrader les choses plutôt que de les améliorer. Mais commençons déjà par toi. Est-ce que tu t'es dit, mon livre, je le veux, d'abord peut-être mon écriture, il me faut absolument finir dans 1 mois. Mon livre publié, je le veux dans 2 semaines, par exemple. Est-ce que tu as mis le temps, tu as considéré le temps dans ton processus de publication? Alors, merci beaucoup, Ray, pour cette question. Même si je pense ne pas du tout être une référence en la matière, parce que non, j'ai pas du tout pensé au temps. Parce que à l'origine, moi, ce que j'avais écrit et ce que je considérais comme être un manuscrit, je n'avais pas écrit pour que ce soit publié. Donc, en fait, tout ce qui est venu après dans le processus d'édition, c'était vraiment du bonus pour moi. Et après, je vous l'expliquais aussi tout à l'heure, je travaille avec une petite maison d'édition en fait qui a tout juste 1 an et demi, créée par une Guadeloupéenne aussi. Et donc toutes les deux, on avance comme ça, chacune dans son domaine. Et on parle beaucoup. Moi, je parle très très souvent avec elle. Et en réalité, je me suis beaucoup référée à ce que elle me disait justement par rapport au délai de processus de création, de fabrication du livre. Et moi, j'étais déjà dans une telle dynamique de bonus, on va dire, de m'imaginer que ce que j'avais écrit allait être publié, que j'étais pas du tout dans une optique de respecter absolument un délai, que ce soit à ce moment-là, etc. Et donc je suis pas une référence en la matière, mais en tout cas moi je suis pas dans cette dynamique-là. J'estime déjà que ça sorte, c'est déjà beaucoup. Donc non, je saurais pas. J'ai pas eu ce comportement-là de pression ou de vouloir absolument que ça sorte en tant de temps. Non, pas du tout. D'accord. Il y a des auteurs qui après publication, réalisent eux-mêmes et surtout après retour de lecture, après retour de leur lecteur, réalisent qu'il y a un grand nombre de fautes. Alors, mettons un peu à la place de comment se sent-on quand on a son livre, on a fait confiance à un éditeur et là on voit des choses qui traînent à gauche et à droite. Qu'est-ce qu'on pense de l'édition? En réalité, moi, toujours par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour moi, c'est autant sa responsabilité que la mienne, parce que moi, je relis aussi.
Et en l'occurrence, là, dans celui qui a été publié, a priori, il n'y avait pas de coquille. Il y a juste un ami qui m'a fait une remarque, mais c'était plus sur de la typographie réellement que sur de l'orthographe ou de la formulation. Et donc ça nous a échappé. Enfin, en tout cas, moi, je considère que ça nous a échappé à toutes les deux. Et donc pour moi, les responsabilités vraiment se valent. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, pour moi, c'est autant elle que moi qui n'avons pas été suffisamment attentives et qui avons laissé une coquille dans le livre. En tout cas, mais c'est ma façon de voir les choses, quoi. D'accord, merci beaucoup, Dominique. Merci. Célestine, merci d'être revenue. On va prendre cette remarque de Pauline. Bizarrement, malgré tous ces outils censés améliorer les choses, on a de plus en plus de livres avec des fautes. Et ça, ce n'est même plus un débat, c'est notre réalité. C'est notre réalité. Moi, quand je prends mon pourcentage, je dis 95% de livres devraient retourner dans des comités éditoriaux. Et je crois qu'à des moments, je suis même très gentil parce que ce qui se passe avec les livres qu'on voit, c'est très grave. C'est vraiment grave. Alors, pourquoi, malgré tous ces outils, il y a toujours des fautes? Et l'auteur, maintenant, face à tout cela, est-ce que l'auteur n'a pas aussi cette responsabilité de rappeler à l'éditeur, mon livre, il n'est pas correct. Mon livre, il n'est pas publié comme il se doit. Est-ce que l'auteur évite le conflit avec l'éditeur? C'est pourquoi il va accepter tout ce que l'éditeur lui donne. Célestine. D'accord. Il y a Célestine qui n'est pas plus très avec. Je pense. Ok. Oui. Oui, vas-y, Célestine. Célestine, tu peux suspendre ta vidéo aussi pour avoir un meilleur flux. Tu peux suspendre ta vidéo et bon, voilà, on te suivra mieux. Oui, tu peux couper ta caméra. Oui, je disais que je pense un peu comme acolyte et justement, le constat est malheureusement là. Oui, Célestine. Célestine, est-ce que tu peux couper ta caméra? Comme ça, tu auras moins de soucis avec ton Internet. C'est bon? Là, bon, vas-y, tu peux parler. Vous m'écoutez? Oui, Célestine, vas-y. Bon, ce que nous allons faire, c'est pour le moment, le temps que des choses soient ajustées chez Célestine, justement, elle a un souci de réseau. Nous allons prendre Serge. Serge, toujours pour la même question. Aujourd'hui, on continue de citer Victor Hugo, Lamartine et tous les autres comme des références. On continue, c'est ça notre réalité. On cite très peu d'auteurs de chez nous comme ayant écrit des choses dignes d'être de la littérature. Et ça, c'est de chez nous même. Je ne parle pas des choses qui viennent d'ailleurs. Parce qu'en lisant une fois, ça c'était en 2014. En 2014, je vais dans une école primaire pour parler de l'importance de la lecture. Et là, je suis avec des enfants du CM2 qui, je leur demande quels sont vos auteurs préférés. Alors, il y a une petite fille qui me dit qu'elle lit Victor Hugo. Je dis, toi, tu as lu Victor Hugo? Elle me dit, oui, il y a un vieux livre chez elle, Les Misérables. Elle me dit qu'elle lit Victor Hugo. Je dis, ok, d'accord. Et les Camerounais, les Africains, est-ce que tu ne les lis pas? Elle me dit, ils écrivent, ils avaient une écriture très compliquée. D'accord. L'écriture était très compliquée. Ça, évidemment, pour comprendre Césaire, à un certain moment, il fallait se casser la tête. C'était pareil un peu pour Senghor et pas mal d'autres. Donc, les enfants me disaient qu'ils avaient du mal à intégrer notre écriture et que l'écriture des autres était plus facile. Est-ce que lire maintenant ne nous fait pas penser qu'on est en train d'intégrer une écriture plus facile pour être, je veux dire, pour être accepté? Est-ce que c'est pas ça qui nous renvoie vers l'IA? Parce qu'on se dit,
que de toute façon, ce que les autres, comme Paulo Coelho, on va se dire, ouais, moi j'aimerais bien écrire comme Paulo Coelho, cette simplicité. Est-ce que cette simplicité est même déjà avantageuse pour notre contexte à nous, Serge? Alors, les interrogations que tu soulèves, que tu m'en exagrées, m'amènent à te répondre sur plusieurs sujets parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. La première des choses, par rapport à cet enfant qui connaît plus Victor Hugo que Mongo Buti ou Cheikh Anta Diop, il faut partir du principe simple que la littérature africaine, malheureusement, c'est un fait, la littérature africaine contemporaine, elle a à peine 150 ans. Elle est née vers la fin des années 1990. D'accord? Donc, elle a à peine 150 ans. Je parle de la littérature africaine contemporaine. Je ne dis pas que les Africains ont écrit au temps passé, mais comme on était pour la plupart dans une forme d'oralité, on a très peu de manuscrits d'auteurs africains, à part les auteurs égyptiens de la préhistoire. On a très peu de manuscrits qui sont accessibles, qui ont été accessibles comme les manuscrits des poètes Ronsard, Rabelais, Victor Hugo, etc. Donc, ce qui fait que la littérature africaine, j'ai envie de dire, elle est presque contemporaine. Ça, c'est un. Et de deux, le langage que nous utilisons aujourd'hui est basé essentiellement sur le français. Là, nous avons Dominique qui est de la Guadeloupe, Ahmad qui est du Sénégal, et nous autres qui sommes camerounais, on parle le français. Bon, sans faire de militantisme, on devrait s'exprimer dans une autre langue pour faciliter à la fois les automatismes dans l'utilisation de cette langue-là. Maintenant, on utilise le français. Il faut savoir que la banalisation, enfin l'utilisation et la banalisation du français pour les auteurs français est telle que, à un moment donné, nos intellectuels des années 40, 50, 60, quand ils ont commencé à écrire, ce sont ceux qui sont allés à l'école aussi bien en Afrique qu'en France. Ils ont voulu, consciemment ou inconsciemment, utiliser un français soutenu. Et ce français soutenu se retrouve dans leur littérature. Et cette littérature-là n'était pas nécessairement accessible à la compréhension d'un plus grand nombre qui commençait à avoir accès à la connaissance. C'est pour ça que, sans faire de sociologie linguistique autour du français, le taux d'alphabétisation de nos populations, malheureusement, elle n'est pas encore au niveau des pays occidentaux. Donc, ce qui fait que les enfants dans les écoles africaines lisent moins ou ont peu accès aux livres par rapport aux occidentaux. Donc, ce qui fait que par les livres scolaires, on n'a pas beaucoup d'ouvrages à la maison. Il y a un problème d'accessibilité aux livres aussi bien dans la maison, les bibliothèques, etc. Donc, quelque part, il y a un petit décalage. Moi, je ne m'offusque pas qu'un enfant ait accès aux livres d'un Victor Hugo que d'un Mongo Buti. Parce que, bon, si on avait suffisamment des bibliothèques dans les ouvrages, dans les villes, dans les communes, dans les villages, on pourrait mettre les livres accessibles à tout le monde. C'est même d'ailleurs un combat que je mène par ailleurs pour justement combler ce retard en apportant massivement les livres dans les campagnes. Autre chose aussi, les programmes scolaires des pays au lendemain des indépendances n'a pas mis seulement d'accent sur l'éducation à la littérature africaine. Si vous regardez le programme scolaire aujourd'hui, il y a beaucoup des auteurs occidentaux dans le programme qui va de la 6e en terminale. On commence à étudier des auteurs camerounais africains à partir de la classe de 4e, 3e. Alors qu'on devrait, dès la classe de la maternelle, rendre les auteurs africains accessibles. Il y a des auteurs, aujourd'hui dans la littérature africaine contemporaine, il y a des auteurs qui écrivent des livres pour enfants. À la crèche, on devrait avoir des livres pour enfants. À l'école primaire, au collège, au lycée. Donc, qu'un enfant du collège cite facilement Victor Hugo que Cheikh Anta Diop ou Cheikh Hamidou Kane, moi, ça ne m'étonne pas. Donc, il faut repenser notre modèle social en revoyant nos auteurs, nos contemporains. On doit avoir en fait le panthéon des auteurs de la littérature africaine, pour ne pas dire négro-africaine, en intégrant les Caraïbes, de façon à ce que ce soit accessible pour tout le monde. Et ça, c'est un travail. Oui, est-ce que cela,
est-ce que cela changerait le regard qu'on a sur l'emprunt des idées quand on va solliciter des IA? Est-ce que cela éviterait à nos auteurs d'aller solliciter l'IA parce qu'ils voudraient une écriture un peu plus simple, un peu plus littéraire? Est-ce que l'enseignement de nos littératures comme littérature peut permettre à nos auteurs d'éviter d'aller solliciter cette écriture-là, justement, qui a été proposée par des illustres écrivains? Est-ce que cela pourra régler le problème? Je l'ai dit tout à l'heure, et moi, je n'irai pas combattre l'IA, parce que l'IA est un élément de notre évolution humaine, de la technologie, de la science. Et il ne faudrait pas justement que nous, Africains, on soit toujours, je ne vais pas dire à la traîne, mais qu'on considère le développement comme quelque chose qui peut être contre nous. Dans l'IA, il y a des pays africains qui ont commencé à travailler dessus. Nous, auteurs, on se sert d'une certaine manière de l'IA. Je crois que c'est Dominique qui l'a dit tout à l'heure, la simple correction orthographique sur Word, c'est l'IA. Oui. L'IA est là, l'IA est en place depuis les années 1950, mis sur beaucoup d'autres applications qu'on ne soupçonne même pas. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour ramener à la littérature, spécifiquement à notre identité socio-culturelle et socio-linguistique, il y a même des auteurs qui écrivent dans les langues nationales, qui écrivent en Douala, en Bassa, en Maroun, etc. Même si l'IA n'est pas encore développée pour la correction dans ces langues-là, il y a des traducteurs qui sont dans plusieurs autres langues africaines. Donc, qu'on le veuille ou pas, cet élément technologique doit être au service de ce qu'on souhaite mettre à la disposition de nos populations. C'est pour ça que l'IA, c'est un moyen et pas une fin. La qualité de l'IA dépendra de, là, je fais un peu de politique, de l'investissement de chaque communauté, de chaque pays, pour justement avoir accès à ces technologies. C'est comme la médecine. Aujourd'hui, on ne soigne plus une fracture au garrot, comme on faisait, comme nos grands-parents le faisaient. Aujourd'hui, on fait un scanner sur un bras pour savoir à quel niveau a eu la fracture, pour savoir ce qu'il y a à le faire. Donc, bien sûr, dans nos campagnes traditionnelles, on peut faire le garrot, on peut faire les massages traditionnels. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut une population beaucoup plus en santé, qui soit à même de mettre nos forces au développement de la société, on se sert de cette médecine moderne pour justement accélérer le processus de guérison. Donc l'IA, pour moi, c'est un moyen et ça doit permettre à nos auteurs, à nos pays de pouvoir s'arrimer à la fois à la technologie et savoir utiliser de façon limitée cette technologie. Il y a un autre élément sur lequel je voudrais conclure. Vous savez, on pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de livres qui ont des fautes. Il faut, juste pour vous donner un ordre d'idée, en France, il se publie par an plus de 100 005 ouvrages. 100 005, ce sont des livres connus et édités comme tels avec des maisons d'édition. Il ne faut pas oublier également qu'à côté de ça, il y a des personnes qui s'auto-auditent via Amazon, via d'autres structures qui ne sont pas identifiées. Donc, si on met 20%, 25%, on peut retrouver facilement à 130 000 livres par an. Alors, pour ce qui est du Cameroun, que je connais un peu, il y a beaucoup d'auteurs qui publient sans passer par des maisons classiques d'édition, qui font de l'auto-édition. Donc, il n'y a pas ce travail éditorial de relecture, de correction, parce qu'effectivement, tout le monde pense qu'on peut écrire et publier dans les 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a cette course, je ne sais pas si ce sont les réseaux sociaux ou c'est l'aspect économique, l'aspect mondialisation qui donne cette espèce de diarrhée verbale dans l'écriture et cette volonté de publier à tout prix. Et normalement, quand j'écoute Léa, quand j'écoute Ahmad, les éditeurs africains n'ont pas à rougir sur la façon dont ils travaillent par rapport aux éditeurs européens. Parce qu'un éditeur qui se respecte, quand il signe un livre, c'est une autorité, c'est un cachet. Donc, même si le monde de l'édition n'est pas une connaissance, une compétence de l'auteur, il a quand même une responsabilité de s'assurer que son texte est propre. Bien sûr, tout le monde ne peut pas avoir une capacité de maîtrise de la langue française, donc il faut se faire aider par les connaisseurs. Donc, un éditeur a la connaissance, la compétence et la capacité de faire publier un bon livre. Il faut que les auteurs aient la capacité aussi d'écouter, d'entendre les critiques de ces éditeurs-là. Alors, je m'arrête là pour ne pas être long et laisser la place à d'autres personnes. Merci. D'accord, merci Serge, merci surtout à toi pour
ce développement. Célestine, tu es avec nous maintenant, ça va, on peut y aller? Célestine, tu es avec nous, on peut déjà te prendre. J'espère que ça va. Bon, oui, là déjà on te reçoit bien. Merci et bienvenue merci d'être là. Maintenant, oui, quand on parle des outils, est-ce que, je veux dire, je vais te poser une question un peu personnelle. La publication de ton livre a-t-elle répondu à tes exigences à toi? Est-ce que tu te dis, le livre, il est bien comme cela, le livre, il aurait été mieux sous un autre angle. Est-ce que ton livre, il répond déjà à tes besoins en tant qu'auteur? Oui, mon livre, je vais répondre de prime abord par l'affirmative, de par la forme. Parce que le livre, il est un recueil de poèmes et je le voulais déjà au regard qu'il soit beau de par les couleurs, de par les images qui devraient être parlantes. Et maintenant, le fond, il faut aussi répondre à mes attentes dans la mesure où le fond de mes idées ou alors le texte original a été conservé, même s'il y a eu des corrections un peu de bout en bout, mais le fond a été conservé. Je vous ai dit au départ que pour un jeune auteur, comme disait Dominique, qui ne maîtrise pas vraiment les rouages de l'édition, il lui est difficile de pouvoir apprécier un travail d'éditeur avec objectivité. Ce qu'il voudrait généralement, dans un premier temps, c'est de voir son livre édité et qu'il soit présenté au public. Maintenant, avec le temps, avec un peu de recul, avec l'aide des érudits de la littérature, on peut prendre du recul et voir comment soit améliorer, soit changer, soit. Donc, personnellement, de prime abord, dans ce premier temps, mon livre, vraiment, je n'avais pas un très grand souci. C'est vrai que quand je l'ai relu, il y a aussi des petites coquilles. Quand on parlait là des fautes, c'est un phénomène, j'ai remarqué, c'est comme si c'est un peu une espèce de maladie qui nous colle à la peau. Il y a souvent une ou deux fautes, justement, qui parfois ne nous permettent, enfin, ça saute à la vue, quoi. On ne voit pas rapidement la faute. Et c'est après, pourtant on a lu et relu, parfois c'est après l'édition qu'on se rend compte que, aïe, à ce niveau, il manquait un S, il manquait une apostrophe, il manquait une virgule, ou alors même un accent, des choses comme ça. Donc, je pense que personnellement, à mon niveau, je n'ai pas eu de très grands soucis. Et je réitère que, étant donné que nous sommes encore, on fait encore nos premiers pas dans la littérature, il est vraiment difficile d'apprécier comme ça, d'un premier point de vue, si le livre a été très bien fait. Surtout que quand on est rassuré par l'éditeur, qui nous fait comprendre que le livre n'a pas de soucis, il est bien. Bon, on se confie à lui et avec le temps, je pense qu'on peut s'améliorer. Moi, je m'appuie beaucoup plus sur le fond en termes d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire, tout ça. Donc, et les émotions, les sentiments, s'ils sont tels que j'ai voulu, s'ils ont été maintenus, c'est surtout ça que moi je regarde. Bon, le reste, je ne suis pas à la matière. D'accord, merci beaucoup, merci Célestine. Ahmad, cela me permet de revenir vers toi et te poser cette question. Qu'est-ce qu'il faut pour être éditeur? Je crois qu'il faut qu'on commence par là aussi. Vu ce qu'on constate, on a l'impression que c'est juste un marché et chacun a son comptoir, comme dit. Donc, est-ce que, Ahmad, qu'est-ce qu'il faut pour être éditeur? Bon, qu'est-ce qu'il faut pour être éditeur ou bien qu'est-ce qui vous pousse à être éditeur? J'aurais aimé plutôt cette question.
Commençons par qu'est-ce qu'il faut pour être éditeur. Parce que ce qui pousse à être éditeur, bon, ça, on peut voir beaucoup de personnes gagner. On dit que non, le livre, il rapporte. Et donc, dans ce cas, les gens vont se lancer, ouvrir la maison d'édition et essayer de vendre. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Je parle de l'éditeur en lui-même. Quelles sont les qualités d'un éditeur? Et là, je ne veux pas dire bon éditeur. Et parce que je ne crois pas qu'il y ait de mauvais éditeurs. Il y a seulement des gens qui ne sont pas à leur place. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour être éditeur? La première chose d'abord, c'est l'expérience. Parce que moi, je crois qu'un éditeur, il doit avoir été d'abord un auteur. Comme moi, j'ai été auteur avant d'être éditeur. Donc, je connais les rouages, j'ai imprimé, j'ai édité, publié plusieurs œuvres avant de devenir éditeur. Donc, il y a donc l'expérience dans l'écriture. Mais il y a aussi quand même le niveau académique, ça compte beaucoup. Là, quand même, parce que quand même, il y a certaines choses, si vous n'avez pas les capacités, les compétences, même si vous êtes éditeur, peut-être vous allez prendre d'autres personnes qui vont faire ça à votre place. Mais je crois que l'éditeur en lui-même doit avoir certaines compétences pour que, même ceux qui sont dans le comité de lecture, qu'ils puissent peut-être quand même leur donner les lignes directrices donc, de la maison d'édition. Donc, il y a donc l'expérience dans le domaine de l'écriture. Il y a aussi les compétences, par exemple, dans la relecture, dans la correction, dans la confection des couvertures et tout ça. Il doit avoir une idée quand même de ça, une expérience. Mais aussi la probité. Parce que moi, je me dis, une fois, j'ai été en colloque, ça avait un peu soulevé un tollé parce qu'il y en a qui n'étaient pas contents. J'ai parlé qu'il y avait des maisons d'édition commerciales. Parce que je crois que pour eux, c'était de publier des livres et que l'éditeur, surtout à compte d'auteur, se faire payer de l'argent et puis la qualité du livre, après, ça pose problème. Bon, ça ne plaisait pas à certains, mais c'était le cas parce que moi, c'est un cas que j'ai vécu. D'autant plus que l'auteur, moi, je me dis, il doit pouvoir vivre de son art. Et même s'il ne vit pas de son art, il doit quand même avoir une certaine satisfaction intérieure d'avoir réalisé quand même une œuvre. Et si cela n'est pas possible, moi je me dis quand même que la maison d'édition, elle est là seulement pour engager de l'argent et puis faire beaucoup de bénéfices. Alors que ça, ce n'est pas, je crois, l'objectif d'une maison d'édition, ce n'est pas de faire de l'argent, mais c'est de faire la promotion de la littérature et de livres littéraires. C'est ça qui m'a poussé à entrer dans l'édition, parce que moi, j'ai un peu souffert avant de publier. Je me suis dit qu'il ne faudrait pas que les autres fassent la même chose à ma place. Et c'est ça qui m'a poussé dans l'édition. C'était comme une sorte de réplique quand même pour dire je vais aider les autres pour qu'ils ne vivent pas les mêmes situations que moi j'ai vécues. C'est ça qui m'a poussé dans l'édition. Sinon, avant, j'ai publié plusieurs œuvres dans différentes maisons d'édition pour vous dire quand même que j'ai eu quand même l'expérience de travailler avec des maisons d'édition pour voir leur manière de faire. Aussi, ou les résultats que ça a donné, des fois j'étais satisfait, des fois je n'étais pas satisfait, comme l'a dit tout à l'heure l'autrice. Mais quand même, dans tout travail d'édition, on ne peut toujours pas faire parce que l'édition, c'est toujours une révision. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de ce qu'a fait l'éditeur à la fin, on le constate au bout d'un quai, avant de rééditer, quand même, il est possible de rectifier et puis de repartir sur le bon pied. Je crois que ceux qui sont pressés, comme l'a dit tout à l'heure, de publier, ça m'est arrivé une fois, un auteur est venu, il voulait coûte que coûte publier. Bon, moi, je lui ai dit que ce n'est pas possible. Il est allé dans une maison d'édition française. Il a publié dans le mois, hein. Mais après, 3 ans après, il est venu me dire que oui, j'ai publié chez tel, mais vraiment, j'ai des problèmes. Pour rectifier ça, c'est quel type de contrat avez-vous fait avec votre éditeur? Il me dit que oui, il a fait un contrat à durée illimitée, etc. Donc, il faudra aller discuter avec lui de tout ce qu'il faut rectifier par rapport à votre livre. Parce que là, présentement, sauf résiliation de contrat, et ce sera très difficile pour vous de le faire, c'est un peu difficile quand même de rectifier les tirs. Il faudra donc travailler avec la maison d'édition pour parfaire ce que vous n'avez pas pu faire à la première édition. D'accord. Il y a la question que
Serge avait souligné tout à l'heure par rapport aux fautes. J'ai discuté avec un professeur de français sur un livre très populaire, Le Soleil des indépendances. J'ai demandé à un professeur de français, enfin, je ne suis pas professeur de français, hein, je suis professeur de mathématiques. Pourquoi il n'utilise pas ce livre? Il me dit que non, ce livre-là, je ne l'aime pas parce qu'il y a trop de fautes. Non, même s'il y a trop de fautes, c'est un livre qui est africain, qui parle de la réalité africaine, et je crois que c'est ça qui devrait être le leitmotiv pour qu'on vous l'utilise pour faire apprendre à nos élèves que d'apprendre Victor Hugo ou bien, comment on appelle encore, Baudelaire ou autre. Ça, c'est d'autres réalités. Mais je crois que même si on doit regarder les autres littératures, on doit s'ancrer d'abord dans nos propres littératures, parce que c'est ça notre patrimoine. Hein. On ne peut plus s'en passer. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la littérature africaine sans parler du Soleil des indépendances. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que c'est des œuvres qu'il faut magnifier par rapport au contexte. Oui, oui, merci Ahmad. Le Soleil des indépendances, bon, ça, ce sera l'objet. Ça pourra faire l'objet d'une autre discussion parce que là, c'est un autre cas qui demande exactement comme Amos Tutu au Nigeria, dont l'écriture dans Palm One Drunkard avait été contestée d'une certaine façon. Mais là, je pense que ce sont d'autres cas qu'on va devoir mettre à d'autres. Parce que ça n'entre pas véritablement dans ce qui se passe aujourd'hui et dans notre littérature. Maintenant, il nous reste un quart d'heure et ce quart d'heure, on va faire un tour. Justement, je vais commencer par les personnes qui ont une connexion un peu défaillante. Donc, Célestine, je commencerai par toi. Maintenant, toi, tu es auteur et on est à un moment où les IA sont en train de prendre le pas et nos éditeurs les utilisent de plus en plus. Est-ce que tu as une crainte par rapport à ton écriture à toi, qu'elle soit confiée à une IA pour la relecture? Je pourrais avoir une inquiétude dans la mesure où ceux qui utilisent l'IA n'ont pas la compétence requise. Parce que comme disait Pauline, comme disait Acolyte, si le comité de relecture n'est pas compétent, même s'il utilisait l'IA, il y aurait toujours des petits soucis. Donc, si le comité de lecture ou de relecture est compétent et qu'il utilise l'IA, il n'y aura certainement pas de problème pour le livre qui doit être édité. Donc, moi, je pense que ça dépend d'abord. Monsieur Serge a dit tantôt que c'est l'intelligence humaine qui a l'intelligence artificielle. Donc, il faut d'abord que l'intelligence humaine soit compétente, soit à la hauteur, à même d'utiliser l'intelligence artificielle, et je crois que le reste suivra. Donc, moi, si mon manuscrit est confié à l'IA, pas des mains expertes, pas un comité de sages, littéralement parlant en termes de littérature, je ne crois pas que j'aurais vraiment une véritable crainte à propos. D'accord, merci, ça c'est entendu. Et justement, c'est d'abord la maison d'édition elle-même, si elle a tous les outils qu'il faut pour évaluer, pour éditer, pour regarder tous les contours qui permettent à un livre d'être cité parmi les livres de qualité, quels que soient les moyens utilisés. On a dit tantôt là que l'IA est un moyen, elle n'est pas une fin. Je pense que les livres seront de très bonne qualité. D'accord. Merci beaucoup, Célestine. Ça a été un plaisir de t'avoir. Léa, toi qui utilises les bêta lecteurs, je suppose que tu as un certain éventail de personnes qui te donnent des avis sur des textes. Alors, comment tu conjugues tout ça pour produire une relecture efficace? Déjà, quand tu as 6-7 personnes qui te renvoient leurs expériences de lecture par rapport à un texte que tu as proposé. Alors, comment tu conjugues tout ça pour arriver à produire une relecture efficace? Alors, je suis d'abord chercheur, donc je suis toujours en constance recherche et l'esprit de synthèse, ça me connaît. Donc, je suis vraiment plus à l'aise lorsque je travaille avec un texte qui a connu d'autres yeux. Donc, c'est pourquoi je suis vraiment une accro de la bêta lecture. Ça me rassure vraiment de savoir que d'autres yeux ont vu ce que j'ai vu et qu'ils sont également convaincus. Donc, lorsque j'ai ces retours-là, ce que je fais,
on ne va pas forcément tout prendre. Il y a des remarques, puisque comme j'ai dit, je n'ai pas toujours recours à des professionnels même du métier, à des fins experts. Donc, j'ai généralement recours à des lecteurs, des passionnés du livre. Parce que ce que j'ai voulu dire tout à l'heure lorsque Ahmad avait la parole, c'est que à la base même de l'édition, il y a l'amour du livre. Pour moi, c'est ce qui prime au-dessus de tout, au-dessus de la technique et tout ce qui va avec. Si on aime le livre, on veut le voir grandir. Si on aime le livre, ça veut dire qu'on ne sera pas content de voir un livre qui paraît avec beaucoup de fautes ou alors beaucoup d'écarts. Donc, il y a ce regard-là que je fais lorsque j'ai des retours avec mes bêta lecteurs. Il y a cette étape de correction que je fais à travers mes outils. Il y a également ce dernier regard, ce que j'appelle la dernière des dernières lectures, lorsque je fais sortir le BAT, donc ce que j'appelle BAT. Je peux me reposer 1-2 semaines et puis je reviens dessus. Donc, et puis, je fais cette dernière lecture-là pour me dire, bon, OK, une dernière pour la route, avant de finalement rendre à l'auteur pour impression. D'accord. D'accord, merci. Et je crois que c'est la passion pour la lecture. Et là, maintenant, il y a le côté qui peut être, je veux dire, fatigant, épuisant, et puis on pourrait solliciter un petit raccourci. Mais il y a la passion que tu as démontrée, et justement qui t'empêche de courir et qui te permet de rester, de garder la tête sur les épaules. Ahmad, en tant qu'éditeur, justement, tu as donné un parcours, tu as donné ton appréciation, ton regard. Alors, est-ce qu'un jour tu entends, c'est vrai que tu aimes le papier et autre chose, mais est-ce qu'un jour tu entends, peut-être, tu pourrais recruter des gens qui ne sont pas comme toi, ou alors des gens que tu ne pourras pas directement contrôler? Comment tu feras quand l'IA pour la relecture va intégrer ta maison d'édition? Bon, je ne dis pas peut-être que ça n'aura jamais lieu, mais quand même, il faudra peut-être remettre l'IA à sa place. Avec les gens avec lesquels je vais travailler, il faudra quand même qu'ils sachent pourquoi on utilise l'IA. Il y a quelqu'un qui parlait de la formation des éditeurs, mais je crois que aussi le comité de lecture, il doit être formé pour que raison gardée, qu'ils sachent jusqu'où faut-il aller avec l'IA. Parce que l'IA, comme je l'ai dit, ne doit pas remplacer l'auteur ni l'éditeur. J'avais cité ça tout à l'heure, il y a certaines tâches qu'on peut lui confier, tout juste pour vous permettre de vous relancer dans la correction et la révision. Mais je crois que l'IA, quand même, ne doit pas et ne peut pas remplacer l'éditeur ou l'auteur. Et même les correcteurs, hein, puisque, comme je l'ai dit, des fois, il peut vous proposer peut-être des choses qui ne sont pas conformes avec l'idée même de l'auteur ou quand même avec la cohérence avec l'ensemble du livre. Donc, je crois qu'il faut faire très attention. On peut l'utiliser avec beaucoup de mesures, quand même sous certaines choses, par exemple la vérification typographique, la création de résumés, de mots-clés, de descriptions pour les plateformes de vente, etc. Mais quant à maintenant rédiger ou relire ou bien corriger complètement le livre avec l'IA, pour le moment, je ne suis pas encore d'accord. Hein. Je suis encore réticent, peut-être vous me direz, certains diront qu'il est encore de la vieille école, mais quand même, je crois que le côté humain est encore primordial, parce qu'un livre, c'est une émotion d'abord. C'est une émotion avant d'être quand même un produit fini qu'on lance sur le marché. Et c'est ça qui est très important pour moi. Ok, ça c'est entendu. Serge, je vais te prendre en avant-dernière position et justement faire encore profiter, apporter encore à notre public tes lumières. Toi maintenant qui vas passer à l'édition aussi parce que tu ambitionnes d'être éditeur, quelle est la place que tu pourrais réserver à l'IA, vu ton expérience avec elle, quelle est la place que tu vas lui réserver dans ta maison d'édition? Petite précision, l'éditeur, ce sera dans plusieurs années. C'est un projet que je mûris. Oui, allons-y, faisons un bond dans le futur. Voilà. Non, en fait, je voudrais, pour te répondre, il y a Aminandam qui a écrit quelque chose dans le commentaire en termes de suivi
suivi sur Facebook là, par rapport au rapport entre maison d'édition et auteur, où il y a une difficulté de compréhension, de collaboration. Voilà. Je voudrais non pas lui répondre, mais apporter un petit éclairage. Vous savez, chaque éditeur et auteur, chacun évolue dans son couloir en fonction de ses connaissances. Quand un jeune estime qu'il a eu une émotion, un élément, une sensation, il écrit un texte. Voilà. Il ne connaît pas comment ça se passe. Parfois, on n'a pas envie de publier. On le fait lire à un ami, à un grand frère, un aîné qui dit « Tiens, ton texte, il est bien, il est magnifique. » On n'encourage la personne à écrire. Donc, commence alors une démarche vers un éditeur. Donc, j'ai envie de dire à chacun son rôle, et il ne faudrait pas que ces rapports auteur-éditeur soient un rapport conflictuel. Il est vrai qu'un tiers des auteurs, d'après une statistique de la Société des gens du livre ici en Europe, en France surtout, estiment que les rapports se sont dégradés. Parce que justement, vous le savez, hein, il y a 2 éditeurs sur ce plateau, c'est très simple. Un livre, c'est un tiers pour l'éditeur, un tiers pour le distributeur et un tiers pour l'auteur. Et dans certains des cas, même, c'est 20% ou 15% pour l'auteur. Donc, quelque part, celui qui a pris 3 mois, 6 mois, 1 an à écrire un manuscrit se retrouve avec une faible part du travail, de son travail intellectuel. Mais il oublie aussi que le travail d'édition, c'est un travail commercial. J'ai entendu Ahmad dire que un éditeur ne devrait pas écrire, bon, je le paraphrase, ne devrait pas publier pour gagner l'argent. J'ai envie de dire non, parce qu'une maison d'édition, c'est une structure commerciale. Pour qu'elle vive, surtout dans nos sociétés africaines où le livre a peu d'espace, où le livre n'est pas subventionné, comme dans certaines sociétés occidentales, un éditeur, c'est un investisseur. C'est quelqu'un qui décide de mettre son talent, ses compétences, ses moyens. Je ne dis pas qu'elle doit chercher la rentabilité à tout prix. Il faut savoir que prendre le pari de publier un jeune auteur, c'est parce qu'on croit à cet auteur-là au niveau éditorial, mais aussi parce qu'on espère pouvoir vendre ce livre-là. Donc, le livre comme produit commercial a du mal à s'inscrire durablement dans notre société parce qu'il y a une politique du livre qui nécessite encore qu'on travaille suffisamment à partir de la base. Pour moi, pour que le livre devienne banal dans nos sociétés, il faut que ce soit comme la musique. Il faut que ce soit lu dès le bas âge par les enfants à l'école maternelle, dans la maison, dans les villages, etc., pour que sur une génération, sur 2 générations, on ait véritablement une culture du livre. Il faut vraiment l'avoir, c'est très important. Moi, demain, en tant qu'éditeur, Ahmad l'a dit tout à l'heure, quand on est éditeur après avoir été auteur, on comprend la sensibilité et les besoins des auteurs. Oui, je continuerai à publier lorsque je serai auteur parce que je comprends cette problématique. Moi, je dirais simplement, il faut un rapport gagnant-gagnant. Un éditeur, il ne part pas d'une feuille blanche. Il part sur un texte, une idée d'un auteur qui estime qu'il a quelque chose à dire au monde, une émotion qu'il a à partager. Donc, en mettant les moyens pour que cet ouvrage soit connu, soit valorisé, il permet à un auteur de se faire connaître et même à l'éditeur de se faire connaître. Il y a beaucoup d'éditeurs qui se sont fait connaître parce qu'un auteur a écrit quelque chose d'extraordinaire qui a valu de nombreux prix. Donc, il faut créer un rapport sain, un rapport de confiance pour que chacun se retrouve. Maintenant, par rapport à l'intelligence artificielle, je persiste à penser que ça ne peut toujours qu'être un moyen. Quelles que soient nos capacités à gérer la production d'un livre, si on n'a pas des hommes et des femmes intelligents, capables d'utiliser ce moyen à bon escient, on aura des textes qui sont presque des placebos, qui sont générés par l'intelligence artificielle, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de goût, même si je suis convaincu qu'avec le temps, avec l'amélioration de l'intelligence artificielle, on aura des textes qui vont avoir des émotions aussi. Il faut pas le nier. Aujourd'hui, les Chinois et les Japonais inventent des robots qui ont presque une sensibilité humaine. Demain, je ne serais pas étonné qu'il y ait des textes produits 100% par l'IA où on serait bluffé. Mais comme j'ai dit, c'est l'intelligence humaine qui produit cet outil technologique au service de toute l'humanité. À nous, auteurs, par nos moyens, par notre intelligence, d'apporter une différence pour que les éditeurs puissent quand même avoir confiance comment dirais-je, avoir confiance et développer un rapport de confiance. Je terminerai en disant que dans l'industrie du cinéma, il y a une grève des scénaristes du côté de Los Angeles il y a 1 an ou 1 an et demi, où justement
tous les blockbusters, les grandes structures cinématographiques ont commencé à mettre à la pole les scénaristes parce qu'ils généraient des scénarios à partir de l'intelligence artificielle. Ils ont compris avec le temps que cet outil-là ne peut pas tout faire et qu'on a besoin justement avoir une émotion qui soit pure, qui soit vraie et qui soit au service de l'ensemble des lecteurs, des téléspectateurs, des spectateurs, du public tout entier. Merci beaucoup. Merci beaucoup Serge. Et alors j'arrive à toi, Dominique. Et voilà notre Benjamin Deplume, justement, Oui. qui dit qu'elle n'a pas suffisamment d'expérience pour aussi. Mais déjà, si tu es là, c'est parce que tu as suffisamment d'expérience humaine pour pouvoir apprécier tout ce qui se passe. Alors, l'intelligence artificielle, tu la conseillerais à ton amie éditrice pour, entre guillemets, faciliter sa relecture, son édition? Pas sûr. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre en tout cas que je la conseillerais comme ce que j'ai déjà dit, hein, comme un outil de substitution à l'humain. C'est-à-dire, non, je pense pas. Je pense que j'aurais du mal à lui dire, bah, utilise l'IA pour faire relire ou même si c'était mon manuscrit, ça me poserait moi un problème qu'elle me dise, bah, écoute, ton manuscrit, je vais le faire relire uniquement par l'IA. Je préférerais quand même que ce soit relu par un humain. Même si je l'ai déjà vu, mon éditrice utiliser l'IA, mais plus pour gagner du temps sur, par exemple, rédiger, je sais pas, rédiger un planning ou rédiger un texte parce qu'elle va envoyer. Enfin, on a un événement autour du livre organisé. Enfin, plus un planning ou des choses comme ça. Vraiment des choses plutôt administratives où j'ai vu que ça lui permettait de gagner du temps dans l'écriture de ce genre de choses-là, mais moi, j'aurais du mal, sincèrement, à conseiller l'IA comme un outil de substitution au cerveau humain et au cœur humain, surtout. D'accord. Merci Dominique, merci Serge, merci à vous tous, merci beaucoup. Merci Ahmad. Pauline, si tu es dans le coin, j'aimerais que tu nous rejoignes sur ici. Je te laisse le soin de boucler. La chose, c'est vrai, je l'ai ouverte, alors je te laisse le soin de boucler. Donc, si tu peux nous rejoindre en direct, ce sera cool. Comme ça, tu viens boucler ceci. Donc, Pauline, on t'attend. Et pendant ce temps, je vais prendre cette remarque de Charles Camden, qui est un grand passionné du livre ici au Cameroun aussi. Et lui qui trouve que l'intelligence artificielle ne devrait pas être l'étape ultime. Ça peut être considéré comme la première étape. Une première étape de relecture, et seulement l'être humain doit reprendre sa place et c'est lui qui va terminer le processus. Donc, il y a cette remarque de Charles et toutes les autres auxquelles Serge a répondu justement. Et bon, j'ai vu qu'il y a Stella qui répondait à la fin. Oh. Oui, parce que l'auteur, selon la fleur, l'auteur devrait définir, a le droit d'indiquer dans combien de temps il veut son livre. Et selon Stella, l'éditeur doit rester professionnel et l'auteur a plutôt le devoir d'exiger le professionnalisme de l'éditeur. Comme ça, on n'aurait pas à courir et le temps ne viendrait pas gâcher tout ce qu'il y a comme bonne perspective, bon planning de travail. Bon, là, je crois que Pauline, elle est certainement prise à autre chose. Donc, voilà, je vais boucler ceci. Et vous remerciez, vous tous, tout le monde qui nous a suivis, tout le monde qui a été de la RTW et le début. Vous avez été super, vous avez été magnifiques. Vos contributions sont toutes enregistrées, sont consignées. Et je crois qu'à partir d'ici, on aura d'autres perspectives. Et le livre de qualité peut dormir tranquille. Il ne sera jamais largué. Merci Serge, merci Dominique, merci Célestine, Léa, Ahmad. À très bientôt pour d'autres aventures autour du livre. Ne manquez pas de continuer à nous suivre, on garde le contact et surtout, on est très, très heureux. Et moi,
au bout de ce parcours, je dis, waouh, je veux m'étirer maintenant parce que là, ça a été une semaine vraiment folle. Et ouais, c'est pour ça, on peut vraiment, on peut s'applaudir parce que là, on l'a véritablement fait. Je suis très heureux qu'on arrive en super forme au bout et surtout qu'on conclue de cette façon parce que là, on n'a pas mieux. On n'avait pas mieux que vous durant cette semaine pour parler de l'IA et de livres de qualité. Merci tout le monde et à très bientôt. Restez connectés sur la page Acolyte. Suivez toujours notre actualité. Nous aurons pas mal de choses à proposer et nous restons à votre écoute. Nous continuons de suivre vos diverses actualités et toujours c'est Pauline qui va fouiller à gauche et à droite et va toujours permettre qu'il y ait des événements qui soient là. Serge, je vais encore te dire merci pour toutes les initiatives que tu prends autour du livre et j'espère qu'on se verra bientôt pour pouvoir discuter de vive voix de tout ce qui est là. Ahmad, bien des choses au Sénégal, Léa, Célestine. Merci. Dominique. Merci. N'oubliez pas que le livre est ce qui éclaire la société et nous sommes des éclaireurs de la société. Merci à tous. Alors, c'est parfait. Merci, on a bouclé sur cette note. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.